Bonsoir, bienvenue à tous pour ce live consacré au DSCG à lieu 1 en particulier. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais procéder à quelques tests. Je regarde le chat, je scrute le chat et j'attends vos réponses. Dites-moi si la réception est bonne pour vous. Nous sommes en direct et les aléas du direct, c'est de procéder à quelques tests avant de commencer. Ça permet plein de choses aussi, le direct, notamment de l'interactivité. Je vous invite à me dire dans le chat d'où est-ce que vous me suivez, dans quelle ville vous vous trouvez, mais également dans quel âge vous avez, pourquoi pas, quelle est votre situation actuelle. Est-ce que vous êtes professionnel? Est-ce que vous êtes en alternance? Est-ce que vous êtes étudiant? Bonjour Marie-Gabrielle, salut Manou, salut Aurélien, salut Johan, je crois que c'est bon. Salut Mariama, Imran, Kevin, vous êtes tous les bienvenus pour ce live. Donc allez-y, continuez de me dire un peu qui vous êtes, on va faire les présentations pour commencer. Et je vais me présenter à mon tour. Je m'appelle Emery de Vaugeois, je suis le directeur de ProConta et je suis avocat de formation. J'ai enseigné le droit des sociétés, le droit des obligations et je vais essayer de vous donner ce soir un maximum de conseils pour que vous évitiez tous les pièges de cette épreuve redoutable et redoutée d'ailleurs qui est l'UE1 du DSCG. Salut Adrien, qui est mayennais comme moi aussi, je suis né à Laval, figure-toi, qui est en alternance. Salut Koba, salut Elodie, salut Arthur. N'hésitez pas à me dire voilà, d'où vous me suivez, parce que c'est toujours très agréable de savoir qu'il y a des gens de partout qui passent le DSCG et qui suivent ProConta. Par exemple, comme Emeline qui est à Toulon, comme Michel qui est à Paris. On va parler de plein de choses ce soir. Je m'empresse de vous dire que le support que vous voyez là va être à télécharger, donc il n'est pas nécessaire de prendre des notes. Vous retrouverez tous les conseils, tous les cas, tous les captures d'écran que je vais vous montrer ce soir si vous téléchargez le document. Donc sentez-vous tranquille, pas la peine de noter. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans le chat pour télécharger ce doc et je m'empresse aussi de vous dire que ce live est modéré par Gaëtan dont vous voyez la photo s'afficher ici. Gaëtan qui va pouvoir répondre à toutes vos questions, en tout cas celles auxquelles moi j'aurais pas réussi à répondre parce que comme on est nombreux, il faut que nous soyons deux pour répondre donc à toutes vos questions. Je continue les salutations, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Salut Julie, qui nous écoute de Bretagne et qui a 23 ans. Salut Olive. Salut Imran de Casablanca. Salut Charlie de La Rochelle. Cyril. Salut Nadir de Mulhouse, qui a 37 ans. Vous nous écoutez d'un peu partout. Vous avez des âges très différents. Il y a des étudiants. Il y en a qui sont déjà des professionnels dans le secteur depuis pas mal d'années. Il y en a qui passent probablement l'UE1 pour la première fois en octobre prochain. Il y en a qui l'ont déjà passé. Et l'objectif ce soir, ça va être de vous donner des conseils pour que vous réussissiez cette épreuve en 2021, que vous ayez pas simplement la moyenne, mais que vous alliez chercher une note magnifique, un 14, pourquoi pas, un 15, un 16, un 17, des notes auxquelles on est habitué, nous, chez ProConta, et qui vous permettent évidemment de faire le plein de points pour valider l'ensemble du DSCG. Et c'est pas très compliqué d'avoir des notes comme celle-là. Si on a bien compris la méthodologie juridique qui est attendue par les correcteurs, et si on sait bien comment décrypter les sujets et voir ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on attend de vous, et du coup ce qu'on n'attend pas de vous, les pièges à éviter, la meilleure façon de vous l'expliquer, c'est de vous montrer ce qu'ont fait vos camarades avant vous. Et on va beaucoup parler ce soir du sujet qui est tombé en octobre dernier, le sujet 2020, parce que quand on prépare un examen, vous savez qu'il y a plusieurs sources de révision possibles. Il y a les livres, il y a les fiches, il y a plein de choses, mais il y a aussi les annales. Et parmi les annales, la plus fraîche d'entre toutes, évidemment la plus utile, donc le sujet qui est tombé il y a quelques mois, doit être regardé de très près par vous si vous voulez vous donner toutes les chances de réussir en octobre prochain. J'ajoute que le rapport du jury du DSCG 2020 aussi est extrêmement utile, donc je vais intégrer, vous allez voir dans mon petit speech de ce soir, pas mal d'extraits de ce rapport du jury, et on va beaucoup parler de ce qui était attendu. Salut Daniela qui nous a rejoint, salut Gaëtan, salut Sarah,
Didier, Alioune, Baptiste. Et donc, vous êtes de plus en plus nombreux. On y va, on commence sans plus tarder avec un petit retour sur le sujet 2020 qui a dû vous être envoyé normalement. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu déjà ce sujet et j'espère que vous avez pu le revoir. Sinon, c'est pas grave, on va le relire ensemble ce soir. L'idée, c'est que ce ne soit pas un cours que je vous fasse ce soir. Je veux que ce live soit interactif. Je veux que vous réagissiez par rapport aux réponses que je vais vous présenter, des réponses que j'ai sélectionnées parmi des copies que des étudiants qui ont passé le DSCG en 2020 m'ont envoyées. Il y a des bonnes copies, il y a des copies moyennes, il y a des copies mauvaises. Et ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je vais vous demander ce soir, pendant à peu près 1 heure, de vous mettre dans la peau d'un correcteur au DSCG à l'UE1. Imaginez, vous réussissez le DSCG cette année brillamment, vous devenez dans quelques années expert comptable, et puis encore dans quelques années, le jury du DSCG fait appel à vous pour corriger. Projetez-vous dans quelques années dans la peau d'un correcteur et essayez de regarder avec moi les extraits de copies que je vais vous présenter avec cet œil du correcteur. C'est très important quand on est candidat à un examen comme le DSCG de savoir mentalement passer de l'autre côté de la barrière et se mettre à la place de celui qui corrigera vos copies. Hein, c'est à lui que vous devez plaire en octobre prochain, c'est lui que vous devez comprendre, c'est lui que vous devez connaître et la meilleure façon de le comprendre et de le connaître, c'est d'essayer de se mettre à sa place. Et donc on va ce soir essayer de se mettre à la place d'un correcteur. Je commence avec une petite stat, parce que je sais que vous aimez bien les stats. On a interrogé beaucoup d'élèves qui ont passé le DSCG il y a quelques mois, l'épreuve 2020, et qui nous ont dit, lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils avaient trouvé de plus difficile pour l'UE1, que, vous voyez, en bleu clair, c'était la difficulté des questions posées. Hein, l'épreuve était jugée difficile en 2020. C'est la première difficulté selon les candidats qui l'ont passée. On a ensuite en violet la gestion du temps. Hein, c'était un sujet qui a été perçu comme long et difficile. Il y a ensuite en jaune un tas de raisons très très différentes et assez hétérogènes. En rose, la méthodologie juridique et ensuite en bleu, la forme du nouvel examen. Quand on regarde les principales difficultés, finalement, c'est la difficulté des questions, la gestion du temps, la méthodologie juridique et tout ça, en fait, ça va un peu ensemble, c'est lié, on va le voir. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi, en fait, on peut assez facilement s'en sortir à l'UE1 à condition d'avoir des bons réflexes. Hein. C'est pas nécessaire d'être une star en droit. Vous avez tous les moyens, hein. On est le 11 mai, il y a encore plusieurs mois qui nous séparent de l'épreuve, vous avez tous les moyens de sortir une note canon à l'UE1 du DSCG en octobre prochain, même si vous n'êtes pas très bon en droit, si vous écoutez bien les conseils de ProConta, croyez-moi. Alors, je commence avec une petite impression qui nous avait été donnée. On récolte, nous, beaucoup chez ProConta de feedback, de retours d'élèves qui nous donnent un peu de leurs sentiments, qui nous expliquent comment ils ont fait pour avoir des telles notes, hein, des 14, des 15, des 16, des 17, des 18 parfois. On leur demande un peu quelles étaient leurs impressions avant l'épreuve et également après l'épreuve. Et puis parfois, je m'en inspire pour vous donner quelques conseils. Alors, voilà une citation qui m'a paru intéressante. Mes points de stress, disait un des candidats 2020, étaient les suivants. La difficulté à expliciter des réponses fluides et claires en utilisant des termes juridiques, ma capacité à restituer ce que j'avais appris. Effectivement, beaucoup d'élèves, d'étudiants, de candidats au DSCG sont dans ce cas-là. Ils ont du mal à faire des réponses claires, simples, juridiques. Ils ont l'impression de connaître en fait la règle, mais pas de savoir la formuler clairement. Et vous connaissez peut-être Boileau, grand écrivain du XVIIe siècle, qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément ». Ça, c'est une phrase de Boileau qui est assez juste, c'est que si vous n'arrivez pas à formuler, c'est que vous n'avez pas très bien compris au fond. Et donc, une bonne façon de savoir si vous maîtrisez quelque chose, un sujet, un chapitre, une règle, c'est d'essayer de l'expliquer à quelqu'un qui ne la connaît pas. Si vous n'arrivez pas bien à l'expliquer, c'est probablement que vous-même, vous ne l'avez pas compris complètement. C'est la grande différence entre la mémorisation pour réciter et la mémorisation pour appliquer. Et là, comme on est face à une épreuve qui prend la forme, dans beaucoup de cas, hein, d'études de cas, il va falloir pas simplement réciter, mais appliquer. On va y revenir. Une autre impression récoltée à la veille de l'épreuve 2020, je vous cite, « Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir appris quelque chose et de le comprendre. Ça m'a mis en confiance pour l'examen.
De même, tous les conseils de l'équipe, il faut rester calme, commencer par ce que l'on sait. C'est normal de rencontrer des difficultés. De même que la méthodologie acquise et petit à petit la rapidité pour trouver les éléments clés de l'énoncé ont été des atouts et des forces. C'est un élève de pro-comptable et il y en a de plus en plus souvent des élèves qui nous écrivent juste après l'épreuve pour nous dire ce qui les a aidés et comment ils ont fait. Alors, après ces deux premières impressions et cette statistique, on rentre maintenant dans le vif du sujet avec le premier dossier de l'épreuve 2020 qui était, mais je suis un peu en train de me déshabiller là, vous auriez pu me dire, qui était un dossier jugé assez difficile puisqu'il portait sur la transmission d'entreprise. Alors c'est un cas qui était assez proche du quotidien des experts comptables. Les questions qui étaient posées n'étaient pas exactement des questions de cours, des questions académiques comme parfois on en trouve au DCG, c'était vraiment des questions de réflexion. On vous demandait de vous mettre dans la peau d'un expert comptable qui conseille un client et qui lui donne un conseil juridique comme un avocat pourrait le faire aussi d'ailleurs, hein. Et c'est pas très compliqué, c'est un peu déstabilisant parce que il faut réfléchir plus que réciter, mais vous allez voir qu'on peut en fait, si on suit un raisonnement, une méthode simple et claire, y arriver très bien. Je vous relis le sujet pour que vous vous le remettiez tous en tête et après je vais vous demander d'être actif dans le chat, parce que je parle depuis tout à l'heure, mais là, je vais attendre de vous que vous répondiez, que vous me donniez vos impressions sur les extraits de copie que je vais vous présenter là. Alors, Monsieur Dussiec, 64 ans, est veuf et père de 2 enfants, Théo et Léa. Il est associé et dirigeant de la SAS Alma. Monsieur Dussiec détient 80% de la SAS Alma et exerce des fonctions de direction. Son fils Théo détient 3% des actions et en est le directeur commercial. Et on vous précisait, Théo souhaite continuer de s'investir et afin de prendre la suite de son père à la direction de la société. Suite de l'exercice, Monsieur Dussec réfléchit avec l'aide de son expert comptable à la manière d'organiser la transmission de son patrimoine à ses 2 enfants. Monsieur Dussec envisage de préparer la transmission de la société au profit de son fils Théo en lui consentant une donation portant sur les titres qu'il détient. Dans cette perspective, on a presque fini, l'expert comptable a indiqué à Monsieur Dussec qu'il pourrait être opportun de signer avec son fils et peut-être 1 ou 2 autres associés un pacte d'associés afin de réduire la base de calcul des droits de donation. Et on vous disait ensuite, la question 1 était à quel dispositif fait référence l'expert comptable et quelles sont les conditions posées pour en bénéficier. Donc on voit très bien que là, ce n'est pas une question fléchée, récitation, on vous dit quel est le conseil que l'expert comptable donnerait à ce chef d'entreprise qui veut transmettre son entreprise sous la forme d'une donation, qui veut donc la donner, non pas la vendre, mais il veut la donner à son fils. Et là, on vous donnait quand même quelques indices pour penser à un dispositif qui est pas central hein, dans le programme du DSCG de l'UE1, mais qui y figure quand même et il fallait essayer de s'en souvenir, de s'en rappeler. Mais avant de se rappeler la règle, il fallait faire un petit point de méthode, c'est l'occasion, parce qu'il fallait rappeler les faits et la question de droit. Alors c'est pas obligatoire, vous le savez, au DSCG de formuler sur sa copie le rappel des faits et de poser la question de droit. N'empêche que c'est un avantage énorme pour vous de le faire. D'abord, je vous rappelle que la seule façon pour vous de trouver la bonne règle, c'est de poser ces 2 étapes sur votre brouillon. Donc, quitte à les formuler sur votre brouillon, autant le faire sur votre copie. Hein, ce n'est pas un effort supplémentaire, vous devez nécessairement passer par ce cheminement intellectuel. Et en le faisant, en écrivant la question de droit et avant ça, en rappelant les faits sur votre copie, vous allez un peu comme prendre la main de votre correcteur et vous allez l'aider à suivre votre raisonnement. Il vous en sera gré. Il vous remerciera pour ça, votre correcteur. Il trouvera que c'est plus facile de comprendre là où vous voulez en venir. Hein, je vous rappelle qu'après, vous allez poser la règle applicable et vous allez l'appliquer au cas d'espèce. Ces 2 étapes, on les retrouve toujours dans vos copies. Mais celles qu'on ne trouve pas toujours, c'est les étapes précédentes, le rappel des faits et la question de droit. Si on les trouve, on a beaucoup plus de facilité à comprendre comment vous en êtes arrivé là, et vous-même, vous avez aussi beaucoup moins de chances de faire des hors-sujets. Si je prends la question de droit, par exemple, la question de droit, c'est absolument clé. La question de droit, c'est la traduction des faits dans un langage juridique. Okay, c'est très important de savoir faire ça, c'est l'opération intellectuelle des juristes par excellence. Hein. Pierre, 21 ans, a acheté sur le Bon Coin le vélo de Paul, 14 ans. Question
le père de Paul peut-il récupérer le vélo de son fils? La question de droit devient: un contrat de vente conclu avec un mineur est-il valable? Hein, Pierre a acheté le vélo de Paul, il faut entendre contrat de vente, ça la qualification. Hein. Et Paul a 14 ans, il faut entendre mineur. Et donc la question, le père de Paul peut-il récupérer le vélo de son fils? La question de droit, c'est je traduis les faits dans un langage juridique. Et donc, et en fonction de votre question de droit, selon qu'elle est bien ou mal posée, vous allez aboutir aux bonnes ou aux mauvaises règles. Si je sais poser la question, un contrat de vente conclu avec un mineur est-il valable? C'est bon, la question de droit, elle m'amène naturellement à la règle applicable, qui consiste à poser les conditions de validité d'un contrat et ensuite à appliquer au cas d'espèce. Donc vous avez très peu de chances de tomber sur la bonne règle si vous n'avez pas posé la bonne question de droit. La question de droit, c'est la clé de la réussite au DSCG, c'est très important. Et la question de droit, je vous propose de lire une première réponse que j'ai trouvée dans vos copies. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en utilisant les émoticônes, donc soit le plus ou le cœur si vous trouvez que c'est une bonne réponse, ou au contraire le petit bonhomme qui pleure ou qui est en colère si vous trouvez que ce n'est pas une bonne réponse. Parce que, en fait, en formulant votre émotion sous forme d'émoji, vous allez finalement ressentir la même émotion que le correcteur quand il va lire cette réponse. Parce que le correcteur, on va lire ensemble la réponse, qu'est-ce qu'il va penser lorsqu'il va lire ça? On va la lire ensemble, on va la décrypter parce qu'elle n'est pas facile à lire. Hein. Un associé majorant dans une SAS et une SCI, il y avait aussi une SCI, mais j'ai un peu tronqué le sujet pour le rendre plus simple, pas pour le simplifier, mais pour aller droit au but sur une question qui m'intéresse plus. Donc un associé majorant, déjà au passage, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas bien français, majorant, majoritaire peut-être, mais pas majorant, dans une SAS et une SCI, envisage transmettre. Je ne sais pas si vous voyez là, il manque un mot, hein, il manque un petit 2, envisage de transmettre, et puis il n'y a pas de majuscule à transmettre, puisqu'on est au milieu d'une phrase. Donc, je peux vous dire que tout de suite, le correcteur, il va ressentir une émotion en lisant cette phrase, une émotion qui est, qu'est-ce que vous en pensez? Positive, mettez-moi un plus ou un cœur si vous pensez que c'est positif, ou au contraire, un petit bonhomme en colère ou qui pleure si vous pensez que c'est une émotion négative. Un associé majorant dans une SAS et SCI envisage transmettre son patrimoine professionnel à l'un de ses enfants. Je continue. Exerçant une activité au sein de la SA et détenant un part de 3%. Vous voyez ici, un part de 3%. Virgule, la phrase n'en finit pas, elle est compliquée, moi je trouve. Le CAC propose la signature d'un pacte d'associés afin de réduire l'assiette fiscale. Donc, vous avez raison, je vois des bonhommes qui pleurent, et parfois des bonhommes qui sont en colère. Le correcteur du DSCG, c'est un juriste. Un juriste, c'est un homme ou une femme qui est amoureux de la langue française et de la précision, je peux vous dire. Hein. Les juristes, plus que les comptables, ils aiment bien qu'on respecte la langue française. Ce sont des hommes de lettres plus que des hommes de chiffres. Et ils aiment qu'on respecte la grammaire, l'orthographe, la syntaxe. Donc là, quand il manque des mots, quand il y a des mots inventés comme majorant, quand il y a des majuscules en milieu de phrase, il va ressentir un petit bonhomme en colère ou un petit bonhomme qui pleure. En tout cas, ce sera des émotions négatives. Et je peux vous dire que ça envoie un très mauvais signal. Donc là, déjà, la phrase, le candidat a essayé de rappeler les faits, mais il ne l'a pas fait du tout en bon français. Il vaut mieux éviter, dans ce cas, de rappeler les faits si vous écrivez comme ça. Il faut respecter la langue française parce que c'est la condition pour vous d'être précis. Okay, je vous en lis une autre réponse. Hein. On va la lire ensemble, celle-là. Un président de SAS envisage de donner ses parts sociales à son fils déjà associé afin de préparer son départ en retraite. Son expert comptable lui parle d'un dispositif permettant de diminuer la valeur des droits de mutation à titre gratuit. Rappel des faits donc, et question de droit, quel est ce dispositif et quelles sont les conditions à respecter pour en bénéficier? Allez-y, je vous laisse regarder calmement et me mettre les émotions qui vous paraissent justifiées, le plus, ou le cœur, ou au contraire, le petit bonhomme qui pleure ou qui est en colère. Mettez-vous dans la peau du correcteur, lisez cette réponse et demandez-vous quelle impression vous ressentez. Il faut que vous fassiez cet effort parce que il faut vraiment, quand on est candidat au DSCG, comprendre que ce qu'on écrit va mettre votre correcteur dans certaines conditions.
psychologiques, des bonnes ou des mauvaises. Alors là, je vois les réactions sont partagées. Il y a des plus, il y a pas mal de plus, mais il y a aussi quelques bonhommes en colère ou quelques bonhommes qui pleurent. Donc j'ai l'impression que là, il y a parmi vous des correcteurs qui sont contents, d'autres qui sont pas contents. Moi, si j'étais correcteur et que je voyais une telle copie, je serais content, je peux vous dire. D'abord parce que c'est tout simple, mais j'arrive à la lire facilement. On ne me demande pas d'effort pour déchiffrer, c'est pas une écriture en patte de mouche, c'est écrit, de façon aérée, de façon claire. Je ne crois pas avoir de faute d'orthographe. J'ai l'impression qu'on a là face à nous un candidat qui sait écrire de façon lisible. Déjà, c'est un plus par rapport au candidat précédent. Et ensuite, sur le fond, eh bien, le rappel des faits est assez bon, il est correct, il aurait pu être un peu simplifié, mais il est là. Et la question de droit est assez bonne. Et donc, moi, j'aurais mis un plus, ou en tout cas, je suis dans de bonnes dispositions quand je suis correcteur. Et c'est très très important de comprendre que vous envoyez un signal tout de suite dès votre première phrase à votre correcteur qui est un signal positif ou négatif. Et la note finale qu'on vous mettra aura été vachement influencée par cette première impression qui se dégage dès qu'on commence à lire la première réponse que vous écrivez dans votre copie. Alors, le rappel des faits tel que moi je vous le propose, c'était le suivant. Le dirigeant d'une société veut transmettre à son fils, à titre gratuit, les parts sociales qu'il détient. Tout simplement, pas très compliqué. Et puis, la question de droit devient, du coup, quelle est la fiscalité applicable en cas de transmission de parts sociales à titre gratuit? Si vous posez la question comme ça, votre correcteur peut se dire, OK, c'est bon, il est dans le bon raisonnement. Et je vais vous dire un truc, c'est que même si vous n'êtes pas hyper précis sur les règles applicables, ensuite, si vous vous trompez, vous aurez quand même plus de points que si vous n'aviez pas posé la question de droit. Donc, c'est tout bénef de poser la question de droit. C'est pas attendu formellement, c'est pas obligatoire, mais ça ne peut que vous faire gagner des points. Ça ne vous en fera jamais perdre. Parce que de toute façon, si vous posez une mauvaise question de droit, vous n'aurez pas les bonnes règles applicables derrière. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous desservir en posant la question de droit. Alors, les règles de droit, moi je vais vous les rappeler rapidement parce que je ne sais pas si c'est frais dans votre esprit, mais lorsqu'une entreprise est transmise à titre gratuit, il faut distinguer la situation du donateur, celui qui donne, de celle du donataire, celui qui reçoit. Alors, le donateur lui-même, celui qui donne, il est imposé sur la plus-value qui est réalisée comme s'il avait cédé l'entreprise à titre onéreux. Ça vaut quand c'est une entreprise individuelle. Mais quand c'est une transmission de parts de société, là, la plus-value est exonérée. Le donateur ne paye rien. Ça, c'est important de se le rappeler, de le savoir. Il fallait tout de suite avoir ça en tête. C'est une énorme exception qu'il faut bien avoir en tête. On ne paye pas d'impôt sur la plus-value lorsqu'on donne des parts de société. En revanche, quand on les reçoit, quand on est le bénéficiaire de la donation, regardez ensuite le donataire. Lui, il doit payer ce qu'on appelle des droits de mutation à titre gratuit. Et ces droits dépendent du lien de parenté, effectivement. Et il est possible qu'il y ait des liens de parenté ou pas d'ailleurs, de conclure ce qu'on appelle un pacte du trail. Et c'est ça que l'expert comptable de notre sujet voulait suggérer à Monsieur Dussek. Et c'est ça qu'il fallait voir dans cet exercice. Alors pour que ce pacte soit valable, il y a des conditions. La transmission doit porter sur au moins 34% des parts sociales. Il faut qu'il y ait un engagement de conservation des parts de 2 ans qui doit être pris par l'ensemble des signataires du pacte. Au moment de la transmission, ceux qui bénéficient des donations doivent s'engager à conserver les titres 4 ans, donc ça fait 2 ans plus 4 ans ensuite. Et enfin, il faut qu'il y ait au moins parmi les signataires du pacte un des signataires qui soit salarié de l'entreprise, qui exerce son activité au sein de l'entreprise et qui le fasse au moins 3 ans à compter de la transmission. Et si ces conditions sont respectées, on peut signer un pacte du trail. Et l'impact du pacte du trail, c'est quoi? Il est considérable. Regardez à la fin, l'impact du pacte du trail, c'est que les droits de mutation à titre gratuit ne sont calculés que sur 25% de la valeur des titres. Le bénéficiaire, donc, va faire une économie considérable. Et on peut ajouter qu'en plus de ça, ces droits vont être divisés par 2, réduits de moitié, si le bénéficiaire a le donateur, a moins de 70 ans au moment de l'opération. Alors ça, c'était la règle applicable. Je voudrais vous proposer maintenant
des réponses que j'ai trouvées dans des copies et qui correspondent à cette question et qui correspondent à la partie règles applicables. Je vous rappelle les 4 étapes qu'il faut respecter, rappel des faits, question de droit, règles applicables et application des règles applicables au cas d'espèce. Donc il faut rappeler la règle une fois qu'on a posé la question de droit. Regardez ce que ce candidat ou cette candidate a dit et dites-moi là encore si vous pensez que c'est une réponse qui est plutôt bonne, un plus, ou un cœur, ou au contraire une réponse qui vous agace ou qui vous fait pleurer ou qui vous met en colère. Alors, plusieurs dispositifs permettent la transmission d'entreprise, dit ce candidat. La donation pure et simple aux ascendants, la donation aux salariés, la donation par le biais du pacte du treil. Okay. Ensuite, il précise, la donation aux salariés nécessite que le salarié ait un rôle de direction, qu'il conserve les titres durant 3 ans et qu'il conserve son poste de dirigeant durant au moins 4 ans. Qu'est-ce qu'on en pense? Allez-y, des petits plus, des cœurs, ou au contraire, si vous trouvez que c'est une réponse qui est plutôt mauvaise, des émoticônes colère ou même qui pleurent. Là, il y a des pouces. Donc il y a parfois parmi vous des correcteurs qui sont plutôt contents de cette copie, mais il y a aussi, j'ai vu passer des petits émoticônes qui pleurent. Encore un pouce, encore un pouce. Ah, il y en a un qui pleure. Allez-y, hein, faites vraiment l'effort de vous dire qu'est-ce que je pense quand je lis ça. Alors moi, ce que je pense, et vous vous rappelez, hein, je vous ai montré la règle juste avant. Ce que je pense, c'est que là, le candidat est malheureusement tombé dans un écueil classique de cette épreuve qui est l'envie de réciter sa leçon, l'envie d'en dire un maximum sur les dispositifs possibles de transmission d'entreprise. Il veut un peu passer pour un bon élève qui sait plein de choses, mais malheureusement, il tombe un petit peu à côté de la question. La question, c'était le pacte du treil, en réalité. C'est ça, le dispositif que l'expert comptable allait suggérer à Monsieur Dussiècle. Et ce qui compte, c'est de savoir quelles sont les conditions de ce pacte du treil. Alors bien sûr, on peut, pour introduire, dire qu'il y a plusieurs dispositifs possibles, mais il faut assez rapidement foncer vers le pacte du treil parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et malheureusement là, le rappel de la règle, il est beaucoup consacré à la liste des différents dispositifs possibles. Et puis ensuite, on voit que parmi les dispositifs qui ont été présentés, le candidat développe la donation aux salariés. Malheureusement, ce n'est pas le dispositif, en l'occurrence, qui était celui qu'on attendait. Et il faut bien distinguer les deux choses. Il y a le pacte du treil qui est possible. Il y a également un dispositif qui est possible de mettre en place pour donner à des salariés. On peut combiner les deux d'ailleurs, pacte du treil plus donation à des salariés, mais juste, ce n'est pas les mêmes règles. Hein, et du coup, quand on combine les deux, il y a un enjeu, il y a des règles particulières qu'il faut respecter pour combiner les deux. Mais là, la question, c'était le pacte du treil intrafamilial. Et donc, il ne s'agissait pas de s'aventurer vers le dispositif de donation aux salariés. Donc, ce que dit le candidat là, ce n'est pas faux. Sur le plan juridique, ce n'est pas erroné. Le problème, c'est que ce n'est pas trop la question. Ce n'est pas ça qu'on attendait. Hein, il a péché, ce candidat, par l'envie de réciter une règle qu'il connaissait. Il s'est dit, OK, on m'attend là-dessus, je fonce. Il a oublié que ce n'était pas exactement la question. Et donc, lorsqu'il sera expert comptable, s'il répond ça à son client, M. Dussiècle, en fait, il ne donnera pas un bon conseil parce que ce n'était pas tout à fait la situation. Hein. Il y a eu un petit problème de qualification. Il est tombé juste à côté, en fait, de la règle applicable. Parce que la question de droit avait sans doute été mal posée. Je vous en propose une autre réponse. Allons-y. Vous la lisez avec moi et ensuite, vous votez pour me dire si vous pensez que c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Dans le cadre d'une donation de droits sociaux permettant à un dirigeant de société de préparer son départ à la retraite, celui-ci peut conclure un pacte du treil permettant de diminuer l'assiette pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Pour en bénéficier, le dirigeant doit conclure un accord collectif avec ses associés de conservation des titres pendant 2 ans et un accord individuel avec le bénéficiaire de la donation de conservation des titres pendant 4 ans. L'exploitation de la société est ainsi maintenue pendant une durée de 6 ans. Alors, allez-y, je vous laisse la lire, cette réponse, et me dire, au regard de ce que je vous ai expliqué juste avant,
si vous pensez que c'est une bonne réponse, plutôt pas une bonne réponse. Regardez vraiment, hein, je veux que vous vous mettiez dans la peau d'un correcteur. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous paraît répondre à la question? Est-ce que, au contraire, il est tombé à côté lui aussi? Alors là, je vois des cœurs, je vois des plus. Et effectivement, vous êtes tous unanimes. C'est une bonne réponse, une réponse qui est ajustée, qui correspond vraiment à ce qu'on attend. Bravo. Et puis après avoir rappelé la règle, il faut passer à la dernière étape, c'est l'application aux faits. Très important, hein, on ne se contente pas de rappeler la règle de droit, on l'applique ensuite. Et l'application de la règle elle est très simple ici. Monsieur Dussek peut conclure un pacte du Treil car les conditions sont réunies. Il dispose à lui seul de 80% des titres, donc c'est davantage que ce qu'il fallait, puisque c'est 34%. Et puis en plus, son fils est décidé à poursuivre son activité pendant au moins 3 ans. On dit qu'il veut s'y investir. Les conditions du pacte sont donc réunies. Il faudra en plus que les signataires du pacte conservent les actions pendant 2 ans et que lors de la transmission, son fils les conserve pendant 4 ans. Et s'il respecte ça, le pacte est valable. Absolument. Ok, on est bon? Je regarde un peu le chat qui s'enflamme pour savoir si vous êtes tous là et présents. Salut Baptiste. Le pacte d'associés faisait-il référence au pacte du Treil? Ben oui, bien sûr que oui. C'est pas du Treuil, c'est du Treil, comme le nom du ministre qui a fait passer cette loi. Et donc c'est bon, on passe à la suite. Merci d'avoir tous été tout à fait participatifs. Et effectivement, bravo Naoufal, tu avais raison. En SAS, on parle d'action et pas de part sociale. Absolument, tu as raison. Il faut être plus précis que ça. C'est exactement ça. Allez, on continue. Question 2. Quels seront les effets d'un tel pacte sur la base de calcul des droits de donation? Donc moi, j'ai déjà répondu à cette question parce que quand j'ai fait le rappel des règles applicables, j'ai été assez long, mais j'ai volontairement présenté l'ensemble des règles applicables. Et ensuite, pour chaque question, il n'y aura plus qu'à, du coup, appliquer le cas d'espèce. Vous avez le droit de faire ça, comme vous le verrez dans le corrigé que vous pouvez télécharger sur notre site. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Maintenant, qui est une réponse correspondant à cette deuxième question, quels seront les effets d'un tel pacte, d'un pacte du Treil sur la base de calcul des droits de mutation? Vous vous rappelez la règle, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure. Maintenant, regardons comment ce candidat applique cette règle. Le pacte du Treil, donc c'est du Treil, attention, permet de bénéficier d'un barème plus léger et dépendant du lien de parenté entre donateur et donataire. Grâce à l'abattement, l'assiette est réduite. En l'espèce, Monsieur Dussek et ses enfants verront l'assiette de calcul des droits de donation réduite ainsi que le taux appliqué selon le lien de parenté. Alors, là, c'est une réponse qui est assez bonne, mais malheureusement qui n'est pas très précise. Hein. Naoufal dit que ce n'est pas très clair. Effectivement. Là, je réponds à Vince, c'est pas qu'on ne rappelle pas les faits. En fait, là j'ai choisi dans la copie uniquement la partie application au cas d'espèce. Hein, je ne vais pas, pour chaque question, repasser par toutes les étapes, mais effectivement, il faut absolument rappeler les faits, poser la question de droit, effectivement, rappeler la règle. En l'occurrence, la question de droit, en fait, c'est la reprise de la question que vous voyez là parce qu'elle est déjà formulée comme ça. Quels sont les effets d'un tel pacte sur la base de calcul des droits de donation? Donc il peut arriver des cas où la question qu'on vous pose dans le sujet est déjà la question de droit, c'est formulé juridiquement. Dans ce cas, vous la reprenez telle quelle, tout simplement. Okay. Alors, là, le problème, c'est que ce candidat, il ne répond pas précisément. Ce qu'on attendait là, c'était des chiffres. C'est ce que je vous ai mis en vert. En l'espèce, si on applique la règle qu'on a vue avant, cela permettra, ce pacte, à Théo, le bénéficiaire de ce pacte, de faire en sorte que les droits de mutation à titre gratuit ne soient calculés que sur 25% de la valeur des titres transmis. C'est ça le pacte du Treil. Et ce n'est pas la peine d'aller s'ennuyer à calculer les différents degrés de parenté. Non, simplement, si le pacte est valable, on passe de 100% de base pour le calcul des droits de mutation à 25%. Et c'est ça qu'on attendait. Donc là, ce candidat, il a à la fois répondu et pas répondu. Il a dit qu'il y avait un abattement, mais il n'a pas expliqué et il n'a pas donné le montant, le niveau de l'abattement.
Et donc, il n'aura pas tous les points. Alors, question suivante. Si la donation est effectuée par M. Dussek avant l'âge de 70 ans, la signature de ce pacte peut-elle avoir une autre conséquence fiscale sur le montant des droits dus? Là encore, je vous ai rappelé la règle. Regardons ce qu'a dit cette candidate. Le pacte Dutreil permet d'appliquer une réduction de 50% sur le montant des droits de donation calculé après abattement de 75% de l'assiette si le donateur est âgé de moins de 70 ans au moment de la conclusion du pacte. En l'espèce, M. Dussek étant âgé de 64 ans au moment de la donation, il pourra voir le montant des droits de donation réduit de moitié. Donc elle a rappelé la règle. Là, pour le coup, il y a le rappel de la règle et juste après, il y a l'application. Et là, c'est une très bonne réponse. Tout est dit, c'est parfait. Ok, je continue. Il faut que vous envoyiez comme ça. Il faut que vous envoyiez beaucoup. La meilleure façon de s'entraîner au DSCG, c'est pas d'apprendre seulement, d'apprendre. C'est de comprendre comment il faut formuler les connaissances que vous avez, parce que vous les avez en fait pour la plupart le jour J, vous avez les connaissances, mais vous avez des problèmes pour les appliquer et les appliquer correctement. La meilleure façon de cartonner au DSCG à lieu 1, c'est de s'entraîner et de voir, comme je vous le montre là, des bonnes réponses, des mauvaises réponses, pour comprendre la logique, entrer dans la logique et attendue, la méthode attendue, la façon de présenter la règle attendue, et il faut vous forcer à vous entraîner comme ça à partir de sujets. C'est très important. Quel est le Sinon, le risque, c'est que vous apprenez plein de choses, vous arrivez le jour J avec la tête bien pleine de pleines connaissances, mais que vous ne savez pas appliquer correctement. Hein, c'est très très important de faire des allées et venues entre l'assimilation des connaissances et les entraînements. Les entraînements chez ProConta, ils vont démarrer là, dans quelques semaines. Et je peux vous dire que ça va être le moment déterminant pour votre réussite. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Il faut nous renvoyer les devoirs qu'on va vous donner à faire, et vous allez voir la qualité de la correction que vous allez recevoir. Ça va être un vrai cours particulier en vidéo. C'est extraordinaire. C'est comme ça que vous allez vous débloquer, comprendre la méthode. Quel est le critère d'évaluation des titres qui doit être retenu pour le calcul des droits? Alors, on regarde la réponse et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Alors, sachant que c'est pas parce que vous reconnaissez cette réponse qui avait été donnée par un candidat qui, d'ailleurs, tout à l'heure avait fait une mauvaise réponse, qu'elle est forcément mauvaise également. Hein. Attention, il peut y avoir des bonnes parties dans son devoir ou des mauvaises. Alors, le moment de la transmission, écrit ce candidat. Alors, vous voyez qu'à nouveau, il y a la langue française, malheureusement, n'est pas respectée ici, puisqu'il y a des majuscules partout. Et puis, il manque des mots pour que la syntaxe soit correcte. Le moment de la transmission, virgule, 3 questions se posent. Non, on aurait dû dire « Au moment de la transmission, 3 questions se posent », et puis mettre un S à question. Qui transmet, qui est transmis et comment? En fait, ça ressemble plus à de la prise de notes de cours, ça, mais c'est pas comme ça qu'on rédige une réponse pour plaire à son correcteur, bien sûr que non. N'empêche que sur le fond, il n'a pas tort, ce sont des bonnes questions. La réponse, continue le candidat, à ces 3 questions permet de déterminer le régime d'imposition des PV en question. On ne met pas d'abréviation comme ça hein, dans son devoir PV, plus-value, d'accord, mais ça c'est pour vous, quand vous écrivez pour vous, sur vos fiches, dans vos brouillons. Mais quand on écrit sur sa copie, on ne met pas d'abréviation comme ça. En l'espèce, continue le candidat, nous sommes en présence d'une personne physique qui envisage de transmettre une personne morale à titre gratuit. Par conséquent, il s'agit ici d'une donation, les plus-values sont exonérées chez le donateur et imposées chez le donataire. Donc malheureusement, la réponse, elle n'est pas bonne. Le montant, la bonne réponse, c'est tout simplement le montant des droits sera assis sur la valeur estimée par le donateur, valeur qui doit refléter la valeur réelle des titres transmis, tout simplement. Okay ? Dernière question de ce premier dossier qui est tombé en octobre et qui correspondait à la transmission de l'entreprise. Indépendamment des droits de donation, la plus-value acquise par les titres de la SAS Alma entre leur acquisition par M. Dussek et le jour de la donation au profit de Théo sera-t-elle imposable? Là, la réponse, je vous en propose une. À vous de me dire si vous pensez qu'elle est bonne ou pas. Allez-y. La plus-value, répond ce candidat, est la partie entre la valeur à l'acquisition et la valeur à la cession. Lors d'une donation, la plus-value n'est pas calculée et donc imposée. En l'espèce, lors de la cession, la plus-value ne sera pas taxée. M. Dussek, père, n'aura pas à être imposé. Alors, cette réponse est-elle bonne? Est-elle complète? Est-elle incomplète? Est-elle fausse? Qu'est-ce qu'on en pense de
de cette réponse? Allez-y, je scrute le chat pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Je vois une première émoticône en colère. Allez-y, dites-moi ce que vous pensez de cette réponse. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Effectivement, vous avez raison de me mettre des petits émojis qui pleurent ou qui sont en colère, puisque non, ça n'est pas ça. Là, le candidat dit tout simplement la plus-value n'est pas calculée, n'est pas imposée, d'accord, mais n'explique pas pourquoi. Hein. On a l'impression que la justification pour ce candidat que la plus-value ici n'est pas imposée, qu'est-ce que c'est? C'est parce que c'est une donation. Mais non, ce n'est pas tout à fait ça la réponse. Regardez cette réponse-là qui, elle, est parfaitement bonne. La donation qui est plus précise, la donation de part sociale, en fait, part sociale ou action en réalité, c'est la même chose, hein, c'est la même idée, entraîne un effet spécifique à la donation qui est la purge des plus-values réalisées. Ainsi, dans le cas d'une donation de part sociale, la plus-value réalisée entre la date d'acquisition et la date de donation est exonérée d'impôt. C'est un dispositif fiscal avantageux qui permet d'inciter un dirigeant à anticiper sa succession pour favoriser la poursuite de l'exploitation de l'activité après son départ. Ce candidat est plus précis que l'autre parce qu'il explique que ce n'est pas parce que c'est une donation qu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Il dit que c'est bien que c'est parce que c'est une donation de part sociale ou d'action. Et il ajoute même, il se paye le luxe d'expliquer l'esprit de cette règle. Il dit que c'est pour inciter les dirigeants à anticiper sa succession et à favoriser la transmission. Et effectivement, il a raison. On aurait pu être encore un peu plus précis en disant, ce que je propose là en vert, Monsieur Dussiècle n'aura pas à supporter une quelconque imposition de la plus-value qu'il aurait réalisée s'il avait vendu les titres, car il s'agit d'une donation. Si ça avait été une cession, il aurait payé l'impôt sur les plus-values, évidemment. C'est la première condition, mais aussi parce que c'est une donation de part sociale d'une société, part sociale ou action, en tout cas c'est la même idée. Et je précise ce que le candidat précédent n'avait pas précisé, ce qui pourrait être utile, ce n'est pas applicable, cette exonération, lorsqu'on donne une entreprise individuelle. Là pour le coup, on est soumis à l'impôt sur les plus-values. Et là on a tous les points, si on répond comme ça. Donc voilà, c'était la façon dont on devait s'y prendre pour avoir tous les points à ce premier dossier, le dossier de transmission de l'entreprise, qui n'était pas un dossier compliqué vraiment, mais évidemment, quand on n'a pas l'habitude, quand on a appris beaucoup de choses et qu'on ne s'est pas assez entraîné, évidemment, on n'est pas armé pour avoir la réponse. Je voudrais maintenant insister sur un point important, c'est la question de la clarté de vos réponses et de la réponse pourquoi faire simple. La question qu'on se pose souvent quand on lit vos copies, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est une blague, mais ça veut dire, c'est fou, il y a des candidats qui se tordent la tête et qui en fait, parce qu'ils trouvent que la question est compliquée, font des réponses compliquées. Et parmi les pièges qu'il faut éviter pour réussir à valider l'UE 1 et avoir une note canon à l'UE 1 du DSCG, il y a le piège de la complexité inutile, de la complexification inutile. Il faut absolument faire des réponses simples. Je vous lis une impression qui m'a beaucoup plu et qui nous a été faite par un de nos élèves. J'ai trouvé le sujet vicieux, disait-il, après l'épreuve. Après avoir vu votre proposition de corriger, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule question dont je ne connaissais pas la réponse. Sous-entendu, toutes les autres, je les connaissais. Mais au vu du sujet et des tournures de certaines questions, je ne pensais pas que c'était ces réponses qui étaient attendues. Monsieur Bottaro, donc un de nos profs stars, qui a le don de rendre tout ça très limpide, nous avait pourtant prévenu 10 fois que l'on connaissait les réponses, mais là, enfin, je l'ai compris. Et c'est vrai, et je voudrais vous transmettre le même message que celui que Monsieur Bottaro vous transmet pendant les cours. Il faut partir du principe que vous connaissez la règle. Et le but, c'est d'appliquer exactement la bonne règle et de l'expliquer clairement. Okay, on va voir, je vais vous donner quelques exemples avec le dossier numéro 2 du sujet qui est tombé en octobre dernier, un sujet de droit des entreprises en difficulté. Je vous rappelle les faits. Monsieur Rémy est PDG de la SAS La Cabane des Jouets qui emploie 12 salariés à plein temps. Monsieur Fabrice est son commissaire aux comptes. Depuis plusieurs mois, M. Rémy constate une baisse régulière de l'activité de la société qui est due essentiellement, selon lui, à la concurrence des entreprises
qui font de la vente en ligne. Et oui, ça arrive de plus en plus. Pour pallier à ces difficultés, Monsieur Rémy s'est efforcé de diversifier l'offre de jouets de ses magasins, mais sans succès. Le CA a baissé de 30% et les marges de 25% sur le dernier exercice comptable. Et au bout du compte, Monsieur Rémy n'est pas sûr de pouvoir régler dans un mois, deux de ses fournisseurs principaux aux échéances convenues avec eux. Et les deux premières questions de ce dossier, je vous les rappelle, peut-être des mauvais souvenirs, si vous avez passé cette épreuve en octobre dernier et que si vous êtes là, vous la repassez, c'est que vous n'avez pas eu de bonnes notes. N'empêche qu'il faut remettre les mains dans les sujets qui sont tombés. C'est la seule façon de comprendre ce qui était attendu et c'est vraiment comme ça qu'on révise efficacement. Les deux premières questions de ce dossier numéro 2 étaient les suivantes. Monsieur Fabrice, le commissaire aux comptes, peut-il réagir en déclenchant une procédure d'alerte? Et ensuite, quelles sont les étapes de la procédure d'alerte que peut déclencher Monsieur Fabrice? Donc voilà ce que proposait une candidate que vous reconnaissez maintenant, puisqu'on la voit souvent dans les extraits de copie que vous voyez, en termes de rappel des faits. Okay, regardons à quoi ressemble un bon rappel de faits et une très bonne question de droit. Une ESA dotée d'un CAC est confrontée à des difficultés économiques et financières sérieuses. Rappel des faits, simplifié, pas la peine de tout raconter. Voilà, ça tient en une phrase. Question de droit. Dans quel cas un CAC peut-il déclencher une procédure d'alerte? Vous voyez que c'est quasiment la reformulation de la question qui était posée dans le sujet. Simplement, Monsieur Fabrice, c'était pas utile. La qualification, c'est Monsieur Fabrice, un CAC, tout simplement. C'est comme ça qu'on l'appelle. On ne dit pas Monsieur Fabrice doit-il déclencher, c'est dans quelle mesure un CAC doit-il déclencher une procédure d'alerte? C'est tout à fait une bonne question de droit. La règle applicable, là encore, cette candidate qui a eu tous les points, qui a eu une note canon, l'avait très bien explicité. Regardez comme elle explique clairement et qu'elle ne se fait pas de nœud au cerveau. La loi prévoit que le CAC, lorsqu'il a connaissance, au cours de sa mission, d'éléments ou de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, doit déclencher une procédure d'alerte afin d'amener les dirigeants de la société en difficulté à réagir. C'est une phrase simple, elle est écrite dans le respect total de la langue française. Juridiquement, c'est clair, c'est pas une phrase compliquée, c'est une phrase simple. C'est exactement ce qu'on veut entendre. L'expression clé, évidemment, c'est les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. C'était ça le critère qui permet à un CAC de déclencher la procédure d'alerte. Okay, regardons une autre copie qui pose cette règle applicable, mais d'une autre façon. On la lit, je vous rappelle, la cabane des jouets va mal, Monsieur Rémy subit la concurrence d'acteurs de vente de e-commerce de jouets, et son CAC, il risque de ne pas pouvoir payer les fournisseurs, et son CAC, on vous demande s'il doit déclencher une procédure d'alerte. Et ce candidat, il pose cette règle-là. Il nous dit, dans une société, de nombreux acteurs peuvent interpeller le chef d'entreprise. Les actionnaires d'une ESA représentant seul ou à plusieurs 5% du capital social peuvent 2 fois par an demander des explications aux dirigeants de l'entreprise. Peut aussi alerter le dirigeant les représentants du personnel. Enfin, si la société possède un CAC, ce dernier a l'obligation de... Et effectivement, là, il parle de la procédure d'alerte. Il a raison, ce candidat, d'expliquer tout ça. Malheureusement, ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas ce qu'on attend ici. Ce n'est pas la peine d'expliquer que lorsque des actionnaires détiennent 5%, ils peuvent déclencher une procédure qui correspond à un droit à l'information. Ce n'était pas la question c'était le CAC et la procédure d'alerte. Donc là, on a à nouveau un candidat qui ne résiste pas à la tentation de réciter sa leçon et de dire, de poser une réponse qui ne répond pas à la question. Je vous ai rappelé la question en dessous. Dans le cas présent, M. Fabrice peut-il réagir en déclenchant une procédure d'alerte? Ce qu'il raconte là, ça n'a pas de rapport. C'est autre chose. C'est connexe, évidemment. Ça correspond au même chapitre du droit des entreprises en difficulté, mais ce n'est pas exactement la bonne réponse. Donc, au DSCG, ne succombez pas à l'envie d'en mettre des tartines et de réciter votre leçon en vous disant « je vais dire plein de trucs et là-dedans, il y a probablement des choses qui correspondront à la question ». Non! Vous êtes des adultes, vous êtes à Bac+5, on attend de vous que vous soyez des bons conseillers pour vos futurs clients quand vous serez expert comptable. Vous devez
répondre à la question, et répondre à la question uniquement. Hein, quand on facture à l'heure, par exemple, ces conseils, je peux vous dire que votre client, il a envie que vous alliez droit au but, que vous ne lui fassiez pas une sorte de grand exposé sur les différentes procédures qui pourraient exister, qui ne vous concernent pas, mais qui pourraient exister théoriquement. Non, non, allez droit au but. Et là, il ne va pas droit au but. Il n'applique pas la bonne règle. Il fait des digressions. Donc attention aux digressions inutiles. Sachez résister à la tentation d'en mettre des tartines pour essayer de vous faire mousser, de montrer que vous en savez beaucoup. D'ailleurs, on voit bien le paradoxe entre des candidats qui, parfois, en mettent des tartines et ont la bonne réponse, mais les noyer dans une tartine et dans plein de digressions qui ne sont pas utiles, et qui se plaignent au bout du compte d'avoir un problème de gestion du temps. Évidemment, si vous n'allez pas droit au but et que vous faites des digressions inutiles, vous n'arriverez pas à finir dans les temps. Et puis, de toute façon, vous allez envoyer un mauvais signal à votre correcteur qui va se dire on sent que celui-là, il sait plein de choses, mais il ne sait pas tellement parmi toutes ces règles laquelle s'applique au cas-là. Donc, il me les donne toutes et ça veut un peu dire choisissez, monsieur le correcteur, dans toutes ces règles, dans toutes ces procédures-là, celle qui correspond. Moi, je ne suis qu'un bon élève qui récite sa leçon, mais je ne sais pas vraiment ce qui vous convient là-dedans. Non, là, vous perdez des points si vous faites ça, évidemment. Donc, allez droit au but. Faites simple. Faites simple, allez vraiment répondre à la question. Hein. Et quand vous sentez que vous commencez à écrire comme un fou sur votre copie, calmez-vous et regardez la question et redemandez-vous si vous répondez à la question, rien qu'à la question. Okay. Alors, application au fait, et on retrouve notre bon élève ici. En l'espèce, dit-il, la SA, la cabane des jouets, rencontre des difficultés sérieuses depuis plusieurs mois qui consistent en une baisse continue de son activité, de son chiffre d'affaires et de ses marges. Aucune amélioration n'est prévue à court terme. Monsieur Fabrice, commissaire aux comptes de la SA, doit donc réagir en déclenchant une procédure d'alerte. Tout simplement. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Okay. Alors ensuite, la question suivante, c'était quelles sont les étapes de la procédure d'alerte que peut déclencher le CAC. Je vous les rappelle rapidement, c'est l'occasion de se faire un peu de révision. Le CAC doit commencer par demander au président du conseil d'administration comment il compte remédier à la situation. Si celui-ci ne répond pas ou si sa réponse n'est pas satisfaisante, il doit demander la convocation du conseil d'administration lui-même pour qu'il délibère sur ce point. Si à son tour, le conseil d'administration ne répond pas ou pas correctement, suffisamment, le CAC peut demander la convocation d'une AG. Et si l'AG à son tour ne répond pas de façon satisfaisante pour le CAC, alors il doit transmettre le dossier au président du tribunal de commerce. C'est ça la procédure, tout simplement. Okay. Et on applique aux faits. Monsieur Fabrice doit donc commencer par demander à monsieur Rémy, qui est le président du conseil d'administration, ce qu'il compte faire. Et là, vous avez le droit d'interpréter un peu. Hein. À vous de mettre un peu de valeur ajoutée dans l'interprétation des faits. Regardez ce que ça veut dire. On peut toutefois supposer que sa réponse ne sera pas satisfaisante, puisque M. Rémy a déjà tenté de diversifier l'activité sans résultat. Donc on ne peut pas croire que ça va s'arrêter là. Le CAC va donc se tourner ensuite vers le conseil d'administration lui-même, puis l'AG. Et si ni le conseil d'administration ni l'AG n'apportent de solution satisfaisante, il devra transmettre le dossier au président du tribunal de commerce, tout simplement. Voilà, une réponse simple, on applique les règles, mais pas en bon élève qui récite sa leçon, de façon intelligente, ajustée. Hein, on se dit, bah là, il devra demander à M. Rémy, mais on voit bien que M. Rémy ne pourra rien lui répondre d'autre que « j'ai déjà essayé », donc il est dépourvu là, donc il faut qu'il aille plus loin. Ensuite, question suivante, la cabane des jouets est-elle dans une situation qui justifie le retour à une procédure de conciliation? Alors là, c'est autre chose, et regardez cette copie qui est à nouveau exemplaire, c'est ce très bon élève qui nous suit depuis tout à l'heure, très exemplaire sur le plan de la méthode déjà. Regardez le rappel des faits et la question de droit. Une SA qui connaît des difficultés économiques et financières avérées s'interroge sur l'opportunité de recourir à une procédure de conciliation. Magnifique rappel des faits, c'est clair, c'est synthétique, il n'y en a pas trop, il y a suffisamment, il y a juste ce qu'il faut. Question de droit, dans quelle situation une entreprise a-t-elle intérêt à recourir à une procédure de conciliation? C'est bien et c'est même très fin parce qu'on voit que c'est une procédure qui est conçue non pas pour sanctionner l'entreprise mais pour l'aider. D'ailleurs, elle a dit, vous voyez, dans quelle situation une entreprise a-t-elle intérêt à recourir à une procédure de conciliation? Ce qui montre qu'elle sait que c'est une procédure qui vise
à aider l'entreprise. Donc c'est une question de droit qui est reformulée de façon intelligente et qui montre qu'elle a compris ou qu'il a compris, si c'est un garçon ce candidat, ce que c'est que cette procédure. Et puis, cette copie est exemplaire ensuite sur le rappel de la règle. Tout simplement, on la lit ensemble. Une société qui connaît des difficultés financières et économiques qu'elle ne peut pas surmonter seule et qui vont la conduire à l'état de cessation des paiements à court terme, a la possibilité de recourir à une procédure de conciliation, pour l'aider à prévenir des difficultés trop importantes ou qui s'aggravent. Et on précise, la procédure de conciliation est également ouverte aux entreprises qui sont déjà en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. On aurait pu dire à condition qu'elle le soit depuis moins de 45 jours. Je continue. Cette procédure a pour objectif de permettre de trouver une issue aux difficultés de l'entreprise. Pour permettre la poursuite de l'activité, c'est une procédure volontaire qui ne peut être engagée qu'à l'initiative du seul débiteur. La règle est parfaite et on comprend que cet élève comprend l'esprit de la règle. On comprend que cet élève a compris que cette procédure, elle est là pour aider l'entreprise. Ce n'est pas simplement une étudiante ou un étudiant qui récite sa leçon. C'est une excellente réponse. Et enfin, elle est excellente aussi sur la phase d'application de cette règle au cas. On lit ensemble. En l'espèce, la situation difficile que rencontre l'ASA et un état de cessation des paiements proches. On a entendu dans l'énoncé qu'il était sur le point de ne pas pouvoir régler des fournisseurs. Justifie le recours à une procédure de conciliation. Monsieur Rémy, au regard des avantages que procure une telle procédure, a intérêt à y recourir pour l'aider à résoudre ses difficultés et éviter que la situation ne continue à se dégrader. C'est parfait, c'est absolument parfait. Ce qui n'est pas le cas, je peux vous dire, de cette réponse-là, mais vous allez essayer de comprendre pourquoi. La procédure de conciliation est une procédure amiable. Pourtant, une des conditions de son ouverture est un état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Une société qui rencontrerait des difficultés sans être en état de cessation des paiements pourrait davantage se tourner vers une procédure de sauvegarde collective, pour laquelle l'état de cessation des paiements est exclu. Non, il y a deux erreurs dans cette réponse, qui n'est pas parfaite du tout. La première erreur, c'est que non, la conciliation n'est pas réservée aux entreprises en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Elle est possible soit pour une entreprise qui n'est pas encore en cessation des paiements, soit pour une entreprise qui l'est déjà, mais à condition qu'elle le soit depuis moins de 45 jours. Donc là, on a un candidat qui a compris la règle de façon incomplète et qui restitue une réponse qui est partiellement vraie, mais aussi partiellement fausse du coup. Et la deuxième erreur de cette réponse, qui va lui valoir une sanction et qui fait qu'elle n'aura probablement aucun point, c'est qu'il y a une confusion avec la sauvegarde. Alors que le candidat précédent avait complètement compris l'esprit de la conciliation et avait bien vu que l'entreprise, la cabane des jouets, est tout à fait dans la situation de demander une conciliation, là, il y a une sorte d'incompréhension, elle incite plutôt à aller vers la sauvegarde. Et pour le rappel, dans l'évolution de la criticité de la procédure, quand une entreprise se trouve en difficulté, il y a des étapes qu'on peut franchir, le mandat ad hoc, la conciliation, après la sauvegarde, c'est quand ça commence à chauffer un peu, puis le redressement judiciaire, ici vraiment ça ne fonctionne pas, la liquidation judiciaire. Mais la cabane des jouets, elle n'en était pas encore au point de la sauvegarde. Donc là, le dernier candidat, il a donné un mauvais conseil en disant non, c'est pas la conciliation qui vous convient, vous c'est plutôt la sauvegarde. D'ailleurs, la conciliation, c'était pas possible pour vous. Si, en fait, c'était possible, et en plus, c'était la bonne procédure. Donc, on voit qu'à travers ces réponses, on a des candidats qui ont bien compris l'esprit des règles, qui les appliquent intelligemment après avoir réfléchi, et d'autres qui récitent un peu leurs leçons et qui souvent tombent à côté. Alors, je voudrais finir avec un dernier exercice important qui va vous montrer qu'il y a parfois, mais c'est un peu pour enfoncer le clou de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, des exercices qui vous demandent, encore plus que ceux que je viens de montrer, de réfléchir aux grands principes du droit et de ne pas réciter votre leçon. Je vous montre. Et je vous rappelle que du coup, pour réussir au DSCG, il ne faut surtout pas tomber dans le piège dans lequel tombe la majorité des candidats qui se disent le DSCG, je le réussirai si quoi ? Si je vais
si j'arrive à venir au bout des programmes et qui sont comme des galériens qui rament pendant tous les mois qui précèdent les épreuves à ingurgiter des connaissances, non, pas du tout. Les programmes sont tellement vastes que de toute façon, vous n'arriverez pas à venir au bout. Ce n'est pas le bon objectif. Parce qu'au bout du compte, vous risquez quoi? D'avoir accumulé beaucoup de connaissances, mais de ne pas les avoir assimilées, d'être frustré comme tant de candidats le jour J, parce que vous n'avez pas réussi à appliquer les règles dans les exercices. Vous n'avez pas compris là où on voulait en venir, et vous avez vu tous ces copies là qui avaient plein de connaissances. Les copies que je vous ai montrées qui sont des mauvaises copies, ne sont pas des copies mauvaises parce que le candidat ne savait pas, il savait plein de choses, mais il n'a pas su expliquer ce qu'il savait correctement, il est tombé à côté, il a fait des contresens. Et donc, il faut apprendre en profondeur sa leçon. Pour ceux qui me suivent, je vous donne souvent des conseils en appelant à des grands maîtres de l'apprentissage, de la mémorisation, et notamment Richard Feynman, qui nous explique que pour réussir un examen comme le DSCG, surtout tous les examens sur lesquels il faut réfléchir, il faut apprendre en profondeur. Et que plutôt que de nous attacher à comprendre en profondeur, souvent on se contente d'apprendre par cœur des termes, des concepts, un peu un jargon qu'on maîtrise imparfaitement. Et lui, il fait une distinction importante, Feynman, entre apprendre le nom de quelque chose et apprendre quelque chose. Si vous vous contentez d'apprendre le nom des choses, vous récitez une règle comme un perroquet un peu, mais vous ne savez pas bien si elle est bien appliquée ou pas. Et quand on apprend quelque chose vraiment, ce n'est pas juste le nom qu'on apprend, c'est comment ça s'applique concrètement dans la vie, dans quel cas, pourquoi, c'est quoi l'idée de cette règle, pourquoi cette loi a-t-elle été votée, qu'avaient en tête les députés et les sénateurs, au fond, favoriser la transmission de l'entreprise, pourquoi, dans quel cadre, la conciliation, ça sert à quoi, au fond. Donc ils sont capables d'être précis, les bons candidats, sur les conditions d'application de telle ou telle règle, mais ils savent aussi expliquer l'esprit de la règle, et ça change tout. Et regardez ce que disaient les rapports du jury. Il faut absolument avoir en tête les rapports du jury. Nous, chez ProConta, on conçoit toutes nos préparations. Chaque année, on les reprend, on les améliore en tenant compte de ce qu'ont dit les jurys. Parce que, en fait, il faut vous préparer à la réussite du DSCG. Moi, je n'ai pas envie de faire de vous de bons experts comptables. Vous avez toute la vie pour être de bons experts comptables. J'ai envie que vous réussissiez le DSCG. Notre objectif à nous, c'est l'examen et uniquement l'examen. Et pour ça, on colle aux attentes des correcteurs, aux attentes des jurys, et on est le nez sur tout ce qu'ils attendent, et on vous emmène dans nos préparations chez ProConta, un peu dans les coulisses de cet examen pour vous dire, au fond, comment plaire à ces correcteurs pour qu'ils aient envie de vous mettre un 15 plutôt qu'un 12, un 12 plutôt qu'un 8, un 8 plutôt qu'un 3. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, il faut rentrer dans la psychologie de vos correcteurs. Bon, alors je vous montre pourquoi je vous raconte tout ça. Pour vous dire qu'il y a parfois des exercices dans lesquels il n'y a pas de leçon à réciter de toute façon. Le but, c'est même si vous connaissez tout le programme, par cœur, vous pouvez tout réciter, vous n'aurez pas de points. Je vous donne un exemple, avec le dossier numéro 4 qui est tombé en octobre dernier. Alain, Bertrand et Charles ont fondé la SAS Startup et ont réalisé une levée de fonds avec le fonds Vautour. Déjà, ils auraient dû se méfier avec un tel nom. Vautour a imposé dans le pacte d'associés une clause prévoyant qu'il aura droit à 100 € de dividendes par action et par an à partir de 2025. Le moment venu, le président de Startup se rend compte que la société ne pourra pas servir le dividende promis. Question: Vautour peut-il exiger le versement de ce dividende? Alors la question de droit, comment on peut la trouver? Vautour peut-il exiger le versement de ce dividende? Est-ce qu'on peut reprendre la question telle qu'elle? Un peu, mais pas tout à fait, parce qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? La raison pour laquelle Vautour pourrait exiger potentiellement ce versement de ce dividende, c'est au nom de quoi? C'est au nom d'un pacte d'actionnaires. Donc la bonne question de droit, c'était une légère reformulation de la question, en ajoutant quelque chose. Et ce qu'il fallait ajouter, c'était quoi? C'était le pacte d'actionnaires, c'est-à-dire, est-il possible d'invoquer un pacte d'actionnaires pour exiger le versement d'un dividende? Je peux vous dire que cette question, vous ne la trouverez dans aucun livre, dans vos cours, dans aucun polycopier ni rien. Et pourtant, elle est au programme. Et cette question, elle montre justement tout l'esprit du DSCG. Vous avez beau connaître par cœur tous les livres sur le sujet, vous ne trouverez nulle part de réponse à la question. Parce qu'il faut réfléchir en fait à ce qu'il y a derrière comme autre question. Cette question, elle n'est pas formulée comme ça. Il faut passer par un autre chemin, il faut rattacher cette question à d'autres règles. Je vous explique. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire qu'il y a un piège qui consiste à vouloir réciter son cours et à ne pas prendre assez de hauteur. Est-il possible d'invoquer un pacte d'actionnaires pour exiger le versement d'un dividende? Cette question doit, pour être résolue, faire appel à des grands principes du droit. Les grands principes, c'est quoi? Un pacte d'actionnaires, c'est un contrat.
Et un contrat, c'est doté de la force obligatoire. Hein, on dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si vous signez un contrat, il s'impose à vous. C'est le principe de la force obligatoire du contrat. Contrat, convention, pacte, tout ça c'est synonyme. Okay, il y a quand même des conditions pour qu'un contrat soit obligatoire et s'impose à ceux qui l'ont signé. C'est qu'il soit valable. Et parmi les conditions de validité d'un contrat, il y a, et là pour le coup ça c'est au programme et vous le retrouverez dans la partie droit des contrats, il y a la nécessaire conformité du contrat à l'ordre public. Or, cette clause-là, qui exige, par lequel le fonds exige le versement d'un dividende, cette clause qu'il a mis dans le contrat, est-ce qu'elle est conforme à l'ordre public? Eh bien, en réalité non, car elle est contraire, cette clause, à des principes qui figurent, eux, au chapitre droit des sociétés, donc pas ensemble et pas côte à côte, mais qui sont au programme, pour le coup, du DSCG, formulés comme ça. Le principe selon lequel le principe de la société, c'est le partage du bénéfice et la contribution aux pertes de tous les associés. Et à une autre règle qui figure cette fois au chapitre droit pénal, c'est l'infraction de distribution de dividendes fictifs. Et donc la clause de ce fonds vautour, elle est nulle parce qu'elle est contraire à l'ordre public en tant que l'ordre public suppose de respecter les grands principes de droit des sociétés et du droit pénal, tout simplement. Ok ? Et ça, c'est Richard Feynman qui aurait pu vous aider à répondre à la question uniquement. Mais si vous n'avez pas appris en profondeur, si vous n'êtes pas capable de faire des liens entre les différentes parties du programme, vous n'y arriverez jamais. Regardons, alors je lis une autre phrase du rapport du jury avant de vous montrer une copie qui s'est perdue dans cette question parce qu'il n'a pas compris où on voulait en venir. Le jury vous dit, il ne fait que reformuler ce que j'ai dit, plutôt je n'ai fait que reformuler humblement ce que disait le jury. Il ne sert à rien de mémoriser des solutions techniques éparses. Il convient de préférer le raisonnement à partir des principes. En cabinet, un client est aujourd'hui souvent capable de trouver par lui-même sur Internet des solutions techniques. Le professionnel doit l'aider à comprendre la raison d'être de cette solution, le raisonnement pour y aboutir et l'adéquation avec la situation qui est la sienne. Cette approche, il manque ce mot, doit se retrouver dans la manière de structurer les réponses. Ce que veut dire le rapport du jury, c'est quoi? C'est que votre profession, elle évolue beaucoup, vous le savez parfaitement. Les règles, elles sont aujourd'hui accessibles par tout le monde sur Internet, mais l'explication, l'interprétation de ces règles, c'est là que vous avez de la valeur ajoutée. Et c'est là que, en fait, le dirigeant de start-up, il ne pouvait pas trouver la solution à cette question parce que même sur Internet, la question n'est pas posée comme ça. Il fallait pouvoir faire ce raisonnement et le raisonnement, c'est donc quoi? Si on regarde bien, je vous rappelle les faits, hein, il y a un pacte d'associés par lequel le fonds d'investissement dit qu'un dividende de 100 € lui sera dû pour chaque action à partir de 2025. Le jour, l'année 2025 approche, et la société n'est pas en mesure de verser les dividendes promis. Et voici ce qu'avait répondu un candidat qui s'est complètement égaré. Je vais vous lire parce que c'est peut-être pas très facile. Si on voit mieux, si c'est surligné, je crois comme ça. À la fin d'un exercice comptable, écoutez bien ce que dit ce candidat. La société peut réaliser un bénéfice ou une perte. Lorsque la société est bénéficiaire, elle peut procéder à la répartition des bénéfices. Dans le cas contraire, conformément au droit des sociétés, elle ne le peut pas. Même en cas de pacte d'associés, la société ne peut verser le dividende que si elle est bénéficiaire. Un associé ne peut donc pas, sur la base d'un pacte d'associés, exiger le paiement d'un dividende en cas de perte. En l'espèce, le cas semble signifier ici que la société est déficitaire. De fait, elle ne peut verser de dividende à vautour. En fait, ce candidat, il n'a pas répondu à la question, parce que la question, c'est pas est-ce que économiquement, la société peut verser? Ça, on sait que non, mais c'est est-ce que juridiquement, l'actionnaire peut lui obliger de le faire? Alors, évidemment, on peut répondre pragmatiquement, il ne peut pas l'obliger puisqu'il n'y a pas d'argent. Sauf qu'on peut très bien imaginer qu'il ait une dette reconnue sur la société qu'elle devra lui payer le jour où elle deviendra bénéficiaire. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas, qu'on est insolvable, qu'on ne peut pas se retrouver engagé quand même. Évidemment, hein, vous signez un crédit à la consommation, vous n'avez pas d'argent pour le rembourser, vous êtes quand même tenu de le rembourser pour le jour où vous en gagnerez. Donc, cette réponse, elle n'était pas bonne. Le candidat n'a pas vu qu'il fallait passer par d'autres étapes, celle de raccrocher la question au grand principe, parce qu'il a foncé sur des solutions un peu techniques, en l'occurrence une sorte de réponse pragmatique. Il a oublié que les principes attendus ici, c'était le rappel de la force obligatoire des contrats,
les limites à la validité des contrats, c'est-à-dire le respect de l'ordre public. Et l'ordre public, ça inclut notamment le respect des grands principes de droit des sociétés comme la contribution aux pertes de chaque associé et l'infraction, alors là c'est le droit pénal, de distribution de dividendes fictifs.